Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Il est urgent de restaurer les zones humides. C'est le thème retenu pour la Journée mondiale des zones humides célébrée ce 2 février. Pour marquer la journée, nous vous emmenons dans cette édition à la découverte de la trame bleue de Cotonou. Le code de la route appliqué depuis des décennies au Bénin est-il en adéquation avec l'état des routes? Le président de la Fédération des organisations de la sécurité routière se prononce sur le sujet. Vous l'entendrez dans cette édition. Savez-vous que vous avez le droit de consulter à tout moment vos données personnelles collectées lors de l'identification des personnes physiques? Vous pouvez même les corriger ou demander leur suppression. Un spécialiste nous apportera des précisions. Bienvenue dans ce journal. Ce 2 février, la communauté internationale commémore la signature de la Convention sur les zones humides. La Journée mondiale des zones humides célébrée ce jour est l'occasion d'agir pour l'humanité et la nature. Nous vous proposons de découvrir à l'occasion la trame bleue de Cotonou, un parcours naturel de l'eau obstrué par des installations et des ouvrages de drainage d'eau. Peut-on restaurer la trame bleue de Cotonou? William Choki nous apporte des réponses à travers ce reportage. Une vue imprenable de toute la trame bleue de la ville de Cotonou, envahie de végétation de tout genre. Nous décidons de faire le parcours à pied, voit de près le circuit naturel du cours d'eau. Il quitte Avlekete dans la commune de Ouida, traverse la forêt de mangrove de Togben et toute l'actuelle métropole de Cotonou pour échouer dans le lac Nokoué du côté de l'estuaire de Vossa. Un parcours naturel aujourd'hui obstrué par des installations humaines et des ouvrages de drainage d'eau limitant ou bloquant la circulation fluide des eaux de pluie. À quelques mètres de la cité Ouéiro, à la descente du passage à niveau se dresse un premier obstacle. Normalement, si ceux qui ont construit le passage supérieur ici avaient compris la lecture du paysage, ils allaient faire un grand pont et non d'aller comme ça. Parce que c'est un cours d'eau principal, c'est connu, il n'y en a pas deux. Le chenal de Cotonou n'est pas un cours d'eau, c'est une fabrique des colons. Ouais, le cours d'eau normal, c'est ici, c'est Togben ou le lac Nokoué, direction Badagry. Il n'y a pas de Togben à la mer, il n'y a pas de cours d'eau qui va à la mer sur le cordon littoral. Tout va à Badagry et pour rejoindre la mer. Donc ici, c'est le principal, qui est le plus proche, le plus grand, le plus proche du littoral. Une dynamique mise en mal tout au long du parcours naturel. Elle serait à l'origine des inondations cycliques constatées dans la ville de Cotonou. Ils ont restreint complètement le cours d'eau maintenant à un collecteur, à des dallots et puis ainsi de suite. Et c'est ça qui constitue le véritable problème. La trame est encore là. On a la chance que la trame est là. Là où on est, on n'a pas un immeuble là-dessus. On n'a pas le palais là-dessus. Donc c'est toujours le cours d'eau est là, la trame bleue est là. Il faut avoir le courage de restaurer cette trame bleue pour que Cotonou puisse vraiment vivre en alliance avec l'eau. Vivre en harmonie avec l'eau, la chose est bien possible, marquent-elles les spécialistes en aménagement. Cotonou, c'est 79 km² de superficie, dont plus de 60% constitués d'écosystèmes humides, près de 80 crêtes, des zones hautes de fortes installations humaines. Lutter contre l'eau serait la pire erreur commise pour la ville métropole. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vision du Grand Nokoué pour restaurer ces cours d'eau-là. Parce que là maintenant, on peut restaurer. Il n'y a personne, vous avez remarqué, on peut restaurer en décapant les bétons, en enlevant la ferraille et laisser l'eau à sa place. L'eau a besoin plus de profondeur, l'eau n'a pas besoin de béton. Reconverti de façon intelligente, ce parcours naturel de l'eau, une action qui n'engendrerait pas de casse comme s'imaginent beaucoup de gens, et la cohabitation paisible entre la ressource eau et l'homme est retrouvée.
Le drame survenu à Dassazoumé est une tragédie et interpelle tous les acteurs de la sécurité routière. Entre l'imprudence des conducteurs, les défauts liés au matériel roulant ou encore l'exiguïté des voies, la société civile pointe du doigt le code de la route qui serait dépassé. Suivant les propos du président de la Fédération des organisations de la sécurité routière au Bénin, il est au micro de Koutous Abdoulaye. Dans un pays où on n'a pas de loi spécifique par rapport à la vitesse, et on se contente du code de la route, et c'est un code de la route qui date de 1956, alors qu'aujourd'hui les choses ont évolué. Un travail a été fait, le code a été toiletté et tout en tenant compte des réalités du moment. Mais c'est encore sur la table des députés, ça n'a pas été encore étudié. Donc moi, je voudrais profiter pour demander aux députés de faire ce travail-là. Parce que si ce travail était fait un peu plus tôt et qu'on avait accompagné de sensibilisation, je crois qu'on allait éviter un certain nombre d'accidents comme le drame de Dassa que nous venons de constater. Et en agglomération, vous ne devez pas dépasser 50 km/h en agglomération. Mais aujourd'hui même les choses ont évolué et nous sommes en train d'aller vers 30 km/h. Surtout parce qu'en agglomération, vous allez voir les piétons et tout qui passent, donc il faut les protéger. Et donc à l'international, on nous a demandé au niveau des OSC de sensibiliser nos autorités pour que en agglomération, qu'on observe une vitesse de 30 km/h désormais. Vous voyez, le drame de Dassa, si le conducteur roulait effectivement à 50 km/h, malgré l'éclatement du pneu, on n'allait pas avoir cette intensité de dégâts. La police a commencé un travail avec les radars et tout, mais moi je dis que ça ne suffit pas. Il faut que les conducteurs de ces compagnies de transport-là soient formés dans la conduite défensive. Depuis quelques années maintenant, le Bénin, à l'instar d'autres pays développés, a fait l'option de l'identification des personnes physiques à travers la collecte de leurs données personnelles. Mais savez-vous que vous avez des droits sur ces données, comme le droit de les consulter à tout moment, de les corriger ou de demander leur suppression? Protection des données personnelles, comment exercer ces droits? Eric Guidi est conseiller à l'autorité de protection des données personnelles au Bénin. Il en parle au micro de Amandine Anyamboussou. C'est toute information pouvant identifier une personne directement ou indirectement, telle que nom, prénom, téléphone, adresse e-mail. Souvent, c'est des données qui sont collectées par des structures devant par exemple vous faire la carte d'identité ou bien le passeport. Et lors du collecte des informations, même la carte d'électeur, on collecte de vos informations pour vous établir ces cartes-là. La collecte, c'est quand vous fournissez ces informations, mais la structure qui a collecté les informations doit pouvoir protéger vos informations pour que ça ne soit pas dehors. En cas de fuite, c'est la personne responsable des données, du traitement des données personnelles qui est inculpée, qui est condamnée en cas de fuite. Le citoyen a le droit d'accès. Tout ça là, c'est régi par des articles 437 du Code numérique. Donc, le citoyen a droit de suppression de ces informations, de compléter, de supprimer, de s'opposer, le droit d'opposition. On veut vous prendre en photo, vous pouvez dire non, que je ne veux pas que vous me preniez en photo dans ces conditions-là. Les obligations de ces organismes qui collectent les informations est de sécuriser, c'est la sécurisation. Le citoyen doit savoir quelles données fournir et comment. Surtout quand nous amusons avec nos portables, nous acceptons les cookies, telle chose vient, on met oui, ça part. On vous demande d'avoir accès à votre galerie, là où vous stockez les photos, ça part, c'est parti, vous avez vos photos qui sont dans les mains des malveillants. Donc c'est pourquoi il faut savoir ce qu'il faut donner, à
quel moment et se protéger surtout. Au Mali, la récolte de coton-graine est attendue à 526 000 tonnes, soit une baisse de 29% par rapport aux récentes prévisions de 740 000 tonnes annoncées un mois plus tôt. Selon le porte-parole de la compagnie malienne pour le développement du textile, cette révision des estimations s'explique notamment par le mauvais temps et les attaques de ravageurs. Avec cette contre-performance, le Mali devrait encore attendre pour ravir au Bénin la couronne de premier fournisseur africain d'or blanc. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winaton. Le pape François en République démocratique du Congo depuis ce 31 janvier et ce jusqu'au vendredi. Au premier jour de sa visite, il a fustigé le colonialisme économique et appelle les pays riches à cesser d'étouffer l'Afrique. Pour rappel, la RDC abrite des gisements de diamants, d'or, de cuivre, de colbate, d'étain, de tantale et de lithium parmi les plus riches du monde. Mais les 2/3 des quelques 100 millions d'habitants vivent avec moins de $2 par jour, soit environ 1300 francs CFA. Ces richesses naturelles alimentent des conflits sanglants entre des groupes rebelles soutenus par des pays étrangers et les forces gouvernementales. Le souverain pontife a plaidé pour plus de poids et de représentation du continent parmi les nations. Le Sénégal s'apprête à lancer un vaccin contre le paludisme. Le vaccin a été développé par une équipe de chercheurs de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Selon la rectrice, ce nouveau vaccin permettra de marquer une rupture avec l'utilisation des médicaments, à savoir la chimioprévention. Le paludisme fait chaque année plusieurs centaines de milliers de décès dans le monde et le continent africain porte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale de la maladie. Depuis plusieurs années, des efforts sont fournis afin de réduire l'impact du paludisme sur le continent. Parlons à présent de la chute vertigineuse du milliardaire indien Adani Gautam. À moins d'une semaine, sa fortune a fondu. Le magnat a perdu 34 milliards de dollars, soit environ 21 000 milliards de francs CFA, sur près de 112 000 milliards de francs CFA il y a encore une semaine, passant ainsi de la 4e à la 11e place mondiale selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Accusé de fraude par un fonds américain, l'homme le plus riche de l'Inde a été sauvé in extremis par l'intervention d'investisseurs institutionnels malgré cette débâcle boursière. Enfin, la demande mondiale de l'or à l'exclusion du marché de gré à gré a atteint les 4 742 tonnes en 2022, ce qui correspond à une hausse de 18% en glissement annuel. C'est l'une des informations fournies par le World Gold Council dans un rapport publié le mardi 31 janvier. La demande d'or des banques centrales n'a en effet pas été aussi forte depuis 1967. Le Conseil mondial de l'or précise que l'incertitude géopolitique et l'inflation ont pu être les moteurs de cette croissance avec des achats importants effectués par les banques centrales de marchés émergents comme la Chine et la Turquie. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.